Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce film. Ça va être plus une analyse qu'une critique. C'est un film que j'ai manqué au cinéma, parce que malheureusement, vous le savez, je l'ai expliqué plusieurs fois, en ce moment je ne peux pas aller au cinéma, je n'ai pas de passe, et je voulais vraiment le voir, et ça y est, je me suis rattrapé. Ce film, c'est Le Dernier Duel de Ridley Scott. Je l'attendais au tournant, parce que Ridley Scott, pour moi, c'est un très grand réalisateur, qui n'a plus rien à prouver en matière de qualité, mais qui m'a déçu cette dernière décennie, entre 2011 et 2020, parce que je n'ai quasiment apprécié presque aucun des films qu'il a sortis ces 10 dernières années. Pour moi, son dernier grand film, c'était Robin des Bois, que j'avais beaucoup aimé, j'étais allé voir plusieurs fois au cinéma, et durant toute la décennie qui a suivi, le seul film que je retiens en matière de qualité, pour moi, c'est Seul sur Mars. En effet, Prometheus, j'ai moyennement apprécié. Cartel est un des pires films que j'ai pu voir de tous les temps. Tout comme Exodus, qui est à la limite proche du blasphème. Et moi, en tant que croyant, je l'ai très mal pris comme film, Exodus, qui n'arrive pas à la cheville des 10 commandements. Alien Covenant, je n'en parlerai pas parce que rien que d'évoquer ce film, ça me hérisse les poils tellement j'ai détesté ce film. Quant à Tout l'argent du monde, il n'était pas mauvais, il était juste d'un ennui abyssal. Encore une fois, c'est une question de goût, hein. Je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui ont aimé certains de ces films-là et je le respecte. Et donc, j'attendais vraiment le retour du très grand Ridley Scott parce que pour moi, vous le savez, certains des films de Ridley Scott font partie de mon top 10, notamment Gladiator, qui est mon numéro 2 de tous les temps, juste derrière Le Seigneur des Anneaux. Mais en dehors de ça, il a réalisé tellement de chefs-d'œuvre, que ce soit Alien le 8e passager, que ce soit Blade Runner, Kingdom of Heaven, Thelma et Louise, et tellement d'autres, dont je ne citerai pas parce qu'il y en aurait tellement à citer. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir retrouvé le Ridley Scott que j'aimais, qui est non seulement excellent en matière de réalisation, de direction d'acteurs, mais qui filme le médiéval, les combats, les batailles, comme rarement quelqu'un sait le faire au cinéma. Il a un talent, Ridley Scott, pour filmer les batailles, c'est juste, c'est grandiose. C'était d'ailleurs peut-être un des points positifs de Exodus, mais j'y reviendrai pas sur Exodus. Donc, Le Dernier Duel. Il a été dit énormément de choses sur ce film, et notamment des choses totalement fausses. Il a été dit que ce film était un film MeToo. Ça n'est pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Et vous me connaissez sur la chaîne, moi MeToo c'est quelque chose que j'apprécie pas, j'ai déjà expliqué pourquoi. À la rigueur, MeToo, je suis plutôt, on va dire, j'ai un regard moins virulent sur MeToo que Balance ton porc, qui pour moi ne devrait même pas exister. Balance ton porc, ça ne devrait pas exister. Mais MeToo, à la rigueur, je comprends les intentions et il n'y a pas que du mauvais. Il y a aussi des bonnes choses dans le mouvement MeToo. Malheureusement, à cause de certaines associations et de certains représentants, en fait, certaines représentantes du mouvement MeToo à travers des associations féministes, on s'est porté vers une hystérie anti-homme où aujourd'hui on fait feu de tout bois et on ne cherche même plus les preuves et on s'en prend à la présomption d'innocence plutôt que de chercher la vraie justice. Et ça, c'est notamment parce que la justice veut se faire, ou plutôt ces associations veulent que la justice se fasse sur les réseaux sociaux, ce qui est la pire des choses. C'est pour ça que je ne soutiens pas ces mouvements et que je ne me dis pas féministe, bien que je sois bien évidemment pour un traitement égal des femmes et des hommes, que ce soit devant la justice ou dans la vie de tous les jours. Mais ça, je pense que les gens qui me connaissent un minimum maintenant, ça fait 2 ans que j'ai ouvert la chaîne, 2 ans qu'à chaque fois qu'il y a des films qui abordent ce thème, je suis très clair là-dessus. Et je pense que les gens qui me connaissent dans ma vie privée et même à travers mes vidéos, vous vous doutez bien que j'ai un immense respect pour les femmes. Mais respect pour les femmes, pour moi, ça ne veut pas dire croire sans preuve. Et MeToo, malheureusement, exige que l'aujourd'hui, on croit les femmes notamment, sans aucune preuve. Et ce film qui a essayé d'être récupéré par le mouvement MeToo n'est pas un film MeToo, car il est nuancé et il laisse chaque spectateur se faire son propre avis, sa propre opinion. Alors c'est une critique 100% spoilers, donc je vais revenir sur l'intégralité du film, qui se découpe en 3 actes, en 3 chapitres. Si vous n'avez pas vu le film, quittez cette vidéo.
La seule chose que je peux vous dire sans spoiler, c'est que c'est un film grandiose de par son interprétation, de par sa réalisation. Même la musique de Harry Gregson Williams, qui est un peu en retrait, est excellente. Mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, quittez et revenez quand vous aurez vu le film, parce que là, je vais me lancer dans l'analyse. Alors, on suit Jean de Carouge, joué par Matt Damon, qui a une amitié avec Jacques Legris, joué par Adam Driver, qui lui-même est ami avec un seigneur, un comte, Pierre d'Alençon, joué par Ben Affleck, et Matt Damon va se marier avec la fille d'un seigneur. Cette fille, Marguerite, va être jouée par Jodie Comer. Alors je vous passe toutes les scènes de bataille contre les Écossais, contre les hommes à Limoges, contre les ennemis, et ensuite contre les Anglais en Écosse. Je vous passe tout ça parce que c'est pas le plus important du film, bien que j'y reviendrai dans la critique, on va dire technique entre guillemets. Le plus important, c'est l'histoire qui lie ces 3 ou 4 personnages. Matt Damon va voir sa femme être violée par son ami Adam Driver dans le film. Donc Jean de Carouge va apprendre que sa femme Marguerite a été violée par Jacques Legris et il demandera justice. Justice qui doit être rendue par Ben Affleck, donc Pierre d'Alençon dans le film. Ben Affleck qui est une ordure, un libertin totalement corrompu. Alors Matt Damon demandera une ordalie judiciaire. Qu'est-ce qu'une ordalie? Si vous avez vu Game of Thrones et si vous vous intéressez un petit peu au Moyen-Âge, vous savez ce que c'est. C'est un combat, un duel judiciaire à l'issue duquel celui qui est vainqueur est soi-disant désigné par Dieu comme ayant dit la vérité. C'est un duel à mort par tous les moyens, à cheval et ensuite en 1 contre 1, donc je ne sais plus comment on dit. Donc c'est dans une arène et les deux s'entretuent par tous les moyens possibles. C'est ça une ordalie judiciaire. Enfin, une ordalie, normalement on choisit son champion, mais voilà, c'est un combat et l'issue du combat est soi-disant voulue par Dieu pour désigner celui qui dit la vérité. On va avoir le point de vue des 3 parties. Le point de vue de Matt Damon, le mari de la victime, le point de vue de Adam Driver, le coupable de viol, et le point de vue de la victime, Jodie Comer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la même histoire va se dérouler sous nos yeux, les mêmes événements, mais avec des détails différents. Des détails qui vont nous faire croire, ou plutôt essayer de nous donner la vision des personnages, et la sensibilité des personnages, comment ils ont vécu la situation. Alors on a Matt Damon, c'est le preux chevalier, plein d'honneur, qui n'hésite pas à aller au combat pour l'honneur, pour son roi, pour son seigneur, qui est dépossédé d'une partie de ses terres injustement, qui est quelqu'un certes de bourru, quelqu'un de plutôt brusque, rustre, mais qui a un bon fond, voilà, qui manque peut-être un peu d'éducation, mais qui a un bon fond et qui semble être un mari attentionné. Ensuite, on a Adam Driver. Lui, c'est un don Juan libertin, un Casanova, qui aime draguer et coucher avec tout ce qui bouge, enfin, plutôt les femmes. Et lui, c'est d'abord l'ami qui semble être l'ami fidèle de Matt Damon, qui se bat à ses côtés, qui doit sa vie, notamment en début de film, à Matt Damon dans un combat, dans la guerre, mais qui ensuite va se rapprocher du personnage de Ben Affleck, pour qui il va travailler en tant que percepteur des comptes en matière d'argent. Et petit à petit va se creuser un fossé entre lui et Matt Damon, puisque il va se rapprocher de Ben Affleck et on sent que le personnage a de l'ambition, on sent que le personnage commence à devenir fourbe, jaloux, envieux. Et il va voir la femme de Matt Damon, donc jouée par Jodie Comer, il va voir Lady Marguerite, et il va commencer à la convoiter. Et c'est un homme qui n'aime pas qu'on lui dise non, et c'est un homme qui pense que lorsqu'une femme lui dit non, c'est qu'elle résiste un petit peu pour se faire désirer. Le genre de discours que l'on a aujourd'hui
chez certaines personnes accusées de viol qui disent oui mais elle m'a chauffé et puis elle aime bien ça, c'est une provocatrice, donc en fait quelque part c'est une invitation au viol quelque part. Ça c'est le discours qu'on entend dans la bouche de certains hommes accusés de viol aujourd'hui. Et Adam Driver il va représenter ce type d'homme qui existait, attention, il y en avait beaucoup comme ça au Moyen-Âge, je ne dis pas que c'était une majorité, mais il y en avait comme ça au Moyen-Âge, y compris des seigneurs, ou des chevaliers, ou des écuyers, ou des hommes qui étaient dans les sphères du pouvoir, qui avaient ce genre de comportement. Et lui, il va, lorsque Matt Damon est absent, parce qu'il revient de la guerre, il va percevoir son tribut, sa solde, ce jour-là, le jour où Matt Damon est absent de son foyer, de son château, il va aller voir Jodie Comer et il va la violer. Mais dans sa version à lui, c'est pas vraiment un viol, c'est quelque chose de romanesque, c'est voilà, presque comme je vous disais, il lui rend service, presque il l'a satisfait, de son point de vue. Et ensuite on va avoir Jodie Comer, où on a le point de vue de la femme qui est dévouée, qui est instruite, qui est dévouée, qui aime les tâches nobles, s'occuper de la cour, s'occuper des gens, s'occuper de la campagne, des biens matériels, de la propriété, des animaux. Une femme qui a une certaine vision de la pureté quelque part, voilà, elle ne veut pas parler avec d'autres hommes que son mari. Bref, une femme qui semble être une épouse idéale. Et lorsqu'elle va être violée, c'est là où c'est intéressant, les détails. On va voir que certaines scènes, notamment avec Adam Driver, vont être légèrement différentes avec elle. Je vais vous prendre deux exemples. Lorsqu'Adam Driver rentre de force, elle s'enfuit. Dans la version d'Adam Driver, elle prend le temps de se déchausser délicatement pour aller se réfugier dans sa chambre. Dans sa version à elle, elle n'a pas le temps de se déchausser. Elle perd ses sandales dans la fuite. Donc vous voyez, on a le point de vue du violeur, qui lui trouve que c'est quelque part romanesque, et elle, qui a peur, qui part dans la précipitation. Pareil, dans la scène qui s'ensuit, où il s'enferme dans sa chambre avec elle et l'empêche de sortir, lorsque on est dans la version d'Adam Driver, le violeur, elle ne cherche pas vraiment à se débattre. Elle se débat, mais pas avec toutes ses forces. Alors que dans sa version à elle, dans la même pièce, elle crie plusieurs fois, et elle crie de toutes ses forces le nom de sa servante, que sa servante lui vienne en aide. Donc, c'est ce genre de détail qui nous permet de comprendre la psychologie des personnages, et comment, dans la tête d'un violeur, c'est différent dans l'esprit et dans la chair d'une victime. Ça, c'est très intéressant. Autre chose qui est très intéressante, c'est toute l'hypocrisie de l'Église et des sphères du pouvoir au Moyen-Âge. Alors moi, c'est ma période préférée de l'histoire, mais c'est vrai que c'est une période qui est très injuste pour les femmes, notamment parce que les femmes n'ont pas de statut juridique, et ça c'était une réalité, les femmes n'avaient pas de statut juridique, elles n'avaient un statut que parce qu'elles étaient mariées. Et si leur mari, leur seigneur ne s'occupait pas d'elles, ne prenait pas leur défense, au final, il n'y avait pas vraiment de justice pour les femmes. Presque c'était normal le viol d'une paysanne. Et d'ailleurs, on voit dans le film que la mère de Matt Damon raconte à Jodie Comer que lorsqu'elle était jeune, elle s'est faite violer, mais qu'elle ne s'est pas plainte parce que c'est comme ça, c'est la vie d'une paysanne et il ne faut pas se plaindre. Donc on voit que pas mal de femmes étaient violées au Moyen-Âge, mais ne disaient rien et passaient ça sous silence parce qu'elles avaient peur non seulement de se faire tuer, mais de toute façon, elles ne seraient pas reconnues comme étant violées. Et donc on va avoir tout le procès avant d'en arriver au duel judiciaire, donc par combat singulier. On va avoir tout le procès avec le roi et l'Église. Et à l'époque, l'Église décrétait que si on tombait enceinte d'un soi-disant viol, c'est qu'il n'y avait pas de viol, parce que on ne peut pas être enceinte si on n'a pas eu du plaisir. Et si on ressent du plaisir, c'est qu'on n'a pas été violé. Vous voyez, ça, c'était dans l'esprit de l'Église. On voit à quel point l'Église ne comprenait absolument rien, déjà à la psychologie des femmes, à comment ça fonctionne, mais aussi à un viol, ce que c'est réellement.
et tout simplement à la physiologie. On peut très bien tomber enceinte d'un violeur, c'est pas pour autant que on ressent du plaisir dans la relation sexuelle pendant le viol, absolument pas. Donc on voit que aussi la justice était une affaire d'hommes, ça n'était que des hommes qui ne comprenaient pas vraiment les femmes, et que les femmes là-dedans, elles avaient surtout pour but de donner une réputation et de donner un héritier à leur mari, et que lorsqu'elles n'en donnaient pas, ben malheureusement, elles étaient considérées comme des mauvaises femmes, quand bien même elles se dépensaient à fond. Donc il y avait déjà une suspicion de mensonge, parce qu'une femme n'arrivait pas à tomber enceinte de son mari. Vous voyez? Et c'était des questions qui étaient extrêmement indiscrètes. Avez-vous ressenti du plaisir dans les relations avec votre mari? Ce genre de choses. C'était des questions qui étaient totalement indignes, obscènes, limite. Et d'ores et déjà, le procès était fait dans l'esprit à la fois de l'Église, du roi et des seigneurs qui composaient le tribunal. On voit aussi que le personnage de Matt Damon, dans sa version, le chapitre 1, puisque le film est divisé en 3 chapitres, on voit que c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment plein de bonté. Mais dans la vision, dans le chapitre 3, c'est-à-dire le point de vue de sa femme, on voit que c'est quelqu'un qui se soucie plus de sa réputation à lui que des souffrances que vient de vivre sa femme. Et d'ailleurs, elle lui fait remarquer. Elle lui dit, si tu prends ma défense, c'est surtout pour défendre ta réputation à toi. Et avant toute chose, et tu te soucies moins de la souffrance que j'ai ressentie en étant violée et de l'humiliation que ça a été. Tu t'en soucies moins que de l'humiliation que ça a été pour ta réputation à toi. Donc on voit des zones de gris. Les personnages, dans leur version, sont tout blancs, tout propres, mais dans la vision du personnage féminin, en l'occurrence de la victime, il n'y a que des zones de gris. C'est excellent, c'est très très bien équilibré. Là où je vais en arriver au fait que ça n'est pas un film MeToo, c'est que MeToo aujourd'hui, et malgré tout le fait que je sois d'accord avec, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il faut plus écouter les victimes, qu'il faut plus de moyens, notamment dans les commissariats et tout ce que vous voulez, ça, il n'y a aucun problème. Malheureusement, aujourd'hui, MeToo, ça veut dire croire une femme sur parole sans preuve. Croire une femme, c'est ce qu'on nous dit à longueur de temps sur les plateaux télé, il faut croire une femme qui accuse un homme. Eh bien non, il ne faut pas croire une femme sur parole, il faut écouter une femme et il faut l'écouter beaucoup. Et il faut prendre en compte, et ça c'est le rôle des avocats, mais croire sur parole et donner un jugement, ça n'est pas la justice. Et c'est là où les critiques, notamment certaines critiques de presse, se sont trompées en disant que c'est un film qui dénonçait, qui dénonçait le viol. C'est un film qui appelle à se faire son propre avis, mais surtout qui ne prend pas parti. Parce que les personnages risquent leur vie et les personnages défendent leur réputation jusqu'au bout. Notamment Jodie Comer, qui est accusée de mensonge. On lui dit, si tu mens, tu vas aller au bûcher. Et jusqu'au bout, elle maintient sa version. Donc on se dit en tant que spectateur, il n'y a aucune raison qu'elle mente. En plus, on a vu la scène. Mais ce que l'on a vu, c'est une mise en scène par un réalisateur sur une histoire. On n'était pas là pour voir les événements. Et il n'y avait au final aucune preuve. Et ça, il faut avoir ce recul, cette honnêteté intellectuelle de se le dire. C'est pour ça que je vous dis, les féministes, je pense qu'elles vont pas aimer cette vidéo, ou ils vont pas aimer la vidéo que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire. Ce film, c'est l'anti-Promising Young Woman. Vous savez que Promising Young Woman est pour moi le pire film de l'année dernière. Eh bien, le dernier duel de Ridley Scott, c'est l'anti-Promising Young Woman. Promising Young Woman, prenez parti en disant tous les hommes sont des porcs, tous les hommes sont des violeurs, et en gros la présomption d'innocence c'est surtout pour les coupables, mais au final voilà, les femmes doivent se faire justice elles-mêmes. Au final, le dernier duel n'est rien de tout cela. Le dernier duel nous dit, vous pensez que c'est la vérité, la version, eh bien en fait, ce que vous venez de voir, c'est parole contre parole. C'est 3 visions différentes des choses. Il n'y en a aucune qui soit la vérité à 100%. Parce que, oui,
Jodie Comer risque sa vie dans l'histoire et elle maintient sa version. Mais Adam Driver, lorsqu'il est en combat judiciaire, lorsqu'il est sur le point de se faire trucider par Matt Damon, il est sur le point de se faire planter et il se fait tuer. Même là, lorsque Matt Damon le supplie de dire la vérité, lui supplie en disant « Je n'ai pas violé ta femme ». Il est à quelques millimètres de se faire tuer, de se faire planter la dague dans le crâne, ce qui y arrivera. Et jusqu'à là, il ne reconnaît pas le viol. Il reconnaît avoir touché, mais pas le viol. Au point d'en mourir. Donc quel intérêt pour Adam Driver, donc le violeur dans le film, de ne pas reconnaître ça? S'il l'avait reconnu, Matt Damon lui aurait peut-être épargné sa vie. Mais non, jusqu'au bout, il ne reconnaîtra pas le viol. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un pourri, et jusqu'au bout, il veut garder sa réputation. Mais la vérité, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de preuve, c'est parole contre parole. C'est la parole de Matt Damon contre Adam Driver, de Jodie Comer contre Adam Driver, de Adam Driver contre Jodie Comer et Matt Damon. Hein, vous m'excuserez de ne pas redire les prénoms des personnages à chaque fois, mais au final, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuve irréfutable de témoignage. Il y a un faux témoignage en faveur de Adam Driver, mais il n'y a pas de témoignage de témoins oculaires et plusieurs témoins, parce que la justice, c'est pas juste un témoin, c'est plusieurs témoins. Et comme c'était à l'époque, ben, on n'a pas tous les moyens d'aujourd'hui que l'on a aujourd'hui, les preuves audio, les preuves vidéo, les preuves matérielles, les preuves ADN. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dénicher la vérité, de la trouver par rapport à la véritable identité du violeur. À l'époque, c'était l'Église et le roi qui le décrétaient, et ensuite c'était fini. Une fois que le roi ou l'Église avait parlé, c'est mort. Même si tu étais innocent, tu avais tort. Donc, dans ce récit, on a 3 points de vue différents, mais au final, on n'a aucune vérité absolue. Et ça, c'est excellent. Et je pense que c'est passé à côté de beaucoup de personnes. Je ne dis pas que c'est votre cas, peut-être que vous avez, comme moi, eu cette analyse du film, mais la seule vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ce film. Tout simplement. C'est un film qui nous amène à réfléchir sur notre propre suspicion, sur notre rapport avec la présomption d'innocence ou de culpabilité, sur ce que l'on considère être des preuves ou pas, sur le crédit que l'on va accorder à la parole de quelqu'un. Et force est de constater que, au final, il n'y a aucune preuve absolue. Et tout ça est retranscrit dans la dernière scène, dans la dernière image, le regard de Jodie Comer qui voit son enfant grandir. Et au final, il subsiste ce doute. Est-ce qu'elle a menti ou est-ce qu'elle a dit la vérité? Le doute subsiste. Et c'est excellent parce que justement, en l'absence de preuves, il y a un doute réel et qui reste. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne plaît pas aux féministes. Et c'est pourtant la justice. La justice, c'est de ne pas croire sur parole, mais avec des preuves. Après, quand il y a des preuves, il faut être sans pitié. Un violeur dont il y a toutes les preuves où c'est avéré, il faut être sans pitié. Mais malheureusement, dans beaucoup d'affaires aujourd'hui, c'est parole contre parole. Et parole contre parole, eh bien, c'est la relaxe, c'est le classement sans suite. Et on ne peut pas dire qu'un homme est coupable ou une femme victime, ou qu'une femme est coupable et un homme est victime. On peut juste dire que le doute subsiste. C'est là le gros problème de notre époque, qui se posait déjà au Moyen-Âge, même si eux, ils avaient moins de preuves à disposition, moins de techniques pour rechercher les preuves, mais c'est un problème qui se pose aujourd'hui. C'est pour ça que moi, dans cette vidéo, j'encouragerai toujours les femmes à se plaindre le plus vite possible dès qu'elles sont violées. Je sais que c'est pas facile, des fois, il y en a certaines qui sont bloquées psychologiquement, c'est très difficile. Je ne peux qu'essayer de me mettre à la place de ces femmes, et c'est vrai que malheureusement il y en a certaines qui ont été réellement violées, et comme c'est parole contre parole, elles ne seront jamais crues par la justice, mais c'est toute l'injustice de la situation, et on ne peut pas croire sur parole sans preuve, ça n'est pas possible.
Parce que dans un monde où le mensonge n'existerait pas, on pourrait croire une femme qui se dit violée, on pourrait la croire sur parole. Mais nous sommes dans un monde où le mensonge existe à tous les niveaux. Et oui, il y a des femmes qui ont menti et qui ont accusé des hommes à tort. Ça arrive, c'est rare, on est d'accord, mais ça arrive. Et à partir du moment où ça arrive, il subsiste toujours ce doute de se dire on ne peut pas croire quelqu'un sur parole sans preuve. Après, avec les preuves aujourd'hui, l'ADN, on peut retrouver l'ADN d'un violeur dans le sperme, des organes sexuels d'une femme. C'est pour ça que moi je dis toujours, hein, si vous avez été victime, allez le plus vite possible à la police. Tout de suite, portez plainte, faites-vous examiner par des docteurs. N'attendez pas, c'est vraiment très important. Parce que 20 ans, 10, 20 ans après, même plus quelques mois après, c'est très très compliqué. Et bien souvent, c'est parole contre parole, ce qui est tout à fait normal. Et parole contre parole, ben, malheureusement, pas de preuve, classement sans suite. Parce qu'on ne peut pas croire, et ce serait la même chose si c'était un homme, on ne peut pas croire un homme sur parole, on ne peut pas croire une femme sur parole. Au-delà de ça, c'est un film qui est brillant dans sa réalisation, dans ses scènes de bataille qui sont bien sanglantes comme il faut. Moi j'aime quand le médiéval c'est sanglant, pas quand c'est non plus hardcore où il y a trop de violence. Hein. C'est vrai que par exemple 300 de Zack Snyder, c'est pas réaliste parce que c'est beaucoup trop violent. Mais là, voilà, on a des scènes de bataille à la Gladiator, beaucoup moins de scènes que dans Gladiator, beaucoup moins de scènes de bataille, mais lorsqu'il y a des scènes de bataille, elles sont extrêmement bien gérées, c'est réaliste à tous les niveaux, au niveau des costumes, au niveau des armures, au niveau des armes, les paysages sont exceptionnels, moi c'est le genre de paysage que j'aime, c'est-à-dire enneigé avec des châteaux forts, de la terre, des terres désertes et glacées, des chevaux, on sent la boue, on sent la souffrance, c'est le Moyen-Âge, ah, c'est tout ce que j'aime. Visuellement, c'est exceptionnel. En plus, le film a été tourné en France, dans au moins deux départements, la Dordogne et pas très loin de chez moi, Narbonne. Moi, je suis Pyrénées-Orientales, Narbonne, c'est l'Aude, c'est juste à côté, mais l'abbaye de Fontfroide, où j'ai déjà été plusieurs fois, que j'ai visité. Donc, des décors réels, exceptionnels. C'est pas du fond vert, c'est une prouesse technique. Un budget, on sent que le budget, il est là. On sent les 100 millions de dollars de budget, on les sent. Et ça fait plaisir. Un casting exceptionnel. Ben Affleck qui est à contre-emploi dans un rôle d'ordure. Ben Affleck est un grand acteur, je ne le répéterai jamais assez. Ben Affleck, c'est vraiment un très très bon acteur. Il a souffert d'une mauvaise réputation depuis Daredevil, j'ai jamais compris pourquoi. Et pareil pour Batman, jamais compris pourquoi les gens s'en prenaient autant à lui alors que c'est pourtant un excellent acteur. Matt Damon, comme d'habitude, qui est irréprochable. Adam Driver avec son charisme, le charisme de Kylo Ren dans ses meilleurs jours. Jodie Comer, qu'on a pu voir dans la série Killing Eve et ensuite récemment dans Free Guy aux côtés de Ryan Reynolds. Jodie Comer qui est excellente elle aussi. Rien à redire, vraiment, j'ai absolument rien à redire sur ce film. Et malheureusement, le film a été un échec au box-office mondial. 30 millions de dollars de recettes dans le monde entier. 30 millions de dollars de recettes au total pour un budget de 100. Donc non seulement il ne s'est pas remboursé, mais il a fait un four immense. Et Ridley Scott, et j'ai beau apprécier Ridley Scott sur ce film, malheureusement Ridley Scott il a une tendance à être assez méprisant vis-à-vis des films de super-héros. Il a dit que c'était la faute des films de super-héros, que c'était ensuite la faute du public qui regardait plus leur smartphone pendant les films qu'autre chose. Bon, alors là, pour le coup, il n'a pas entièrement tort. C'est vrai que les gens au cinéma, notamment les jeunes, on se demande pourquoi ils y vont des fois, parce qu'ils sont plus sur Instagram ou Snapchat pendant les films. En tout cas, quand moi j'y allais au cinéma, mais je pense que maintenant c'est la même chose, malheureusement, il y en a certains, on se demande pourquoi ils vont voir certains films. Ils devraient mieux aller voir des films d'horreur que des films intelligents, parce que les films intelligents, ils les apprécient pas. C'est pas le cas de tous les jeunes, attention, je fais pas une généralité, mais c'est vrai que quand on va voir ce genre de film, comme Le Dernier Duel, ou d'autres films qui sont profonds, on y va pour se concentrer sur le film. Mais c'est pas une raison pour Ridley Scott de se plaindre et de dénigrer les autres films. Malheureusement, son film n'a pas intéressé les gens. C'est simplement ça. Est-ce que c'est le fait que le film soit divisé en 3 actes? Est-ce que c'est le manque de promotion du film? Est-ce que c'est le fait que c'est censé être un film médiéval, donc les gens s'attendent à du combat, alors qu'en fait c'est plus un film judiciaire? Peut-être il y a un petit peu de tout ça. Moi je dis, est-ce que la plateforme était la mieux adaptée pour le film? Est-ce que la sortie en salle était le plus adaptée?
Et vous le savez, depuis ces 2 dernières années Covid, moi j'ai tendance à dire que les plateformes SVOD parfois sont meilleures pour certains films. Alors pour quand c'est des films, des blockbusters, des gros blockbusters de super-héros, oui, il vaut mieux les sortir au cinéma. Mais quand c'est des films, et y compris ce film, Le Dernier Duel, qui est un film où il faut se poser, où il faut réfléchir, qui doit être vu par un maximum de personnes, je pense qu'une plateforme de SVOD aurait été meilleure pour le film. Du style Netflix ou du style Amazon, ou en tout cas une grosse plateforme, je pense que le film aurait eu le succès, la visibilité qu'il méritait. En plus, 100 millions de dollars, il aurait pu être racheté pour beaucoup plus que ça. Une plateforme comme Netflix aurait pu lâcher 200 ou 250 millions de dollars pour racheter le film. Là, au total, il fait 30 millions. Alors oui, ceux qui l'ont vu en salle, ils sont contents de l'avoir vu dans un immense écran, dans une salle noire, dans des sièges confortables. Mais au final, il y a très peu de monde qui est allé voir le film. Et qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est que le film sorte au cinéma, quitte à faire un bide monumental, ou est-ce qu'il sorte sur un autre moyen, notamment une plateforme de SVOD, et là, faire des millions, voire des dizaines de millions de vues dans le monde? Moi, je pense que c'est un film qui aurait gagné à être vu sur plateforme de SVOD. Mais c'est vrai que de notre côté, ça aurait été très frustrant parce que voir ce genre de bataille qu'il y a dans le film, même s'il n'y en a pas énormément, c'est sûr qu'au cinéma, avec du Dolby 7.1 et un immense écran, ça envoie du lourd, on est d'accord. Donc je dis juste qu'il ne faut pas accuser les films de super-héros si Le Dernier Duel a été un échec. C'est pas du tout la faute des autres films. C'est juste que c'est un concours de circonstances. Des fois, il y a d'excellents films qui passent totalement inaperçus. Peut-être que le film se rattrapera, et je l'espère, dans le marché de la location DVD, Blu-ray et en achat physique. Je l'espère. En tout cas, c'est un très grand film. On retrouve le Ridley Scott de ses meilleurs jours. Et j'espère que House of Gucci, je vais l'apprécier autant. Pareil, je ne l'ai pas vu au cinéma, j'ai pas pu y aller. Je me rattraperai dès que le film sera disponible en VOD, en DVD ou Blu-ray. À ce moment-là, je le regarderai, je vous en ferai la critique, voire l'analyse s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais ce film, Le Dernier Duel, c'est un film remarquable. C'est un film qui ne vous apporte pas de réponse, qui n'est pas péremptoire, qui n'est pas dogmatique, qui fait réfléchir le spectateur, qui donne des nuances, mais qui, au final, la seule vérité qui ressort de ce film, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Tout simplement, il faut des preuves pour croire. Malheureusement, dans le film, c'est parole contre parole. Voilà ce que je pouvais dire sur Le Dernier Duel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Certes, la vidéo était longue, mais j'estime que voilà, après les gens regarderont la vidéo en entier ou pas. C'est dommage d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous, quand je vois le ratio du temps de visionnage sur une vidéo de 30 minutes, des fois je vois que la vidéo est vue que 5 ou 10 minutes. C'est dommage, vous vous privez de l'analyse en entier. Après, je peux comprendre, c'est vrai que 33 minutes pour cette vidéo, c'est assez long. Mais bon, il fallait au moins ça pour analyser ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, me donner votre avis sur ce film, si vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas encore vu. En même temps, c'est du 100% spoiler, donc forcément vous l'avez vu. Moi, je vous retrouve très vite pour beaucoup d'autres films, des films qui sont sortis au cinéma que je rattrape, d'autres films inédits. Portez-vous bien, passez un bon week-end et ciao tout le monde.